C'est-à-dire que leur nature ne correspondait pas à ce que l'on demande en matière de commercialisation. C'était la composition était connue, était maîtrisée, mais bon, pour des raisons de grosseur ou autre, ils étaient déclassés et devaient être ensuite réintroduits dans la fabrication à Toulouse ou à Fenouillet. Donc, le bâtiment 221 a détonné. On a été, bon, moi, ce qui me concerne, je me trouvais à proximité du bâtiment 921, puisque le service sécurité se trouvait là, mais j'ai été appelé, je l'ai souvent raconté, bon, je ne vais pas m'étendre, j'ai été appelé à l'autre bout de l'usine pour une histoire de gants, en fait, de gants de sécurité. Donc, je me suis éloigné de là où j'étais, et à ce moment où je me trouvais au pied juste de la tour de l'Urée pour entrer dans la salle de contrôle, il y a eu cette explosion qui pratiquement a ravagé tout le nord de l'usine. Ayant une connaissance quand même, pour y avoir travaillé du secteur ammoniac, une explosion, j'ai de suite imaginé que c'était du côté sud, c'est-à-dire du côté de la synthèse de l'ammoniac. En fait, par rapport au plan, on a glissé un plan de l'usine, j'aurais dû trouver un plan un peu plus large. Vous voyez la place d'AZF, vous voyez la place par rapport à la rocade de Toulouse, le départ vers, on était route d'Espagne, l'adresse a toujours été route d'Espagne, et ensuite la rocade vers Tarbes. Vous voyez la place d'AZF, et vous voyez après, derrière, on a rajouté Fabre, Oncopole, tout ça n'y était pas bien sûr à ce moment-là, mais par contre il y avait déjà la SNPE en face. Et quand Mignard parle de nord et sud, on est pratiquement nord-sud au niveau orientation. Et la partie qui a explosé était vraiment au nord, pas très loin de la rocade, ce qui fait que quand vous passiez quelques jours après, on voyait très bien, je pense qu'on peut avoir la photo de tout ce qui avait explosé, quoi, tout ce qui était par terre. Alors je reprends. Bon, on a donc la surprise a été grande parmi nous, enfin, parmi ceux qui étaient sur place, à la mesure où on a eu une explosion dans un secteur où on ne l'attendait absolument pas. Ça ne contribue pas ensuite à expliquer ce qui s'est passé. On peut même dire que le service sécurité avait été situé à proximité du bâtiment 221, dans la zone qui était la moins exposée au risque d'incident. Mais c'est le bâtiment 221 qui a détonné, qui avec, on pense, une trentaine de tonnes, c'est des chiffres qui ont été très contestés par la suite, une trentaine de tonnes d'ammoniac déclassées qui ont détonné. Bon, j'ai traversé l'usine bon, dans les secondes qui ont suivi. C'était vraiment complètement dévasté. Les gens étaient affolés, ils étaient blessés, l'infirmerie était détruite. Enfin bon, c'était quand même d'ailleurs un accident grave. Donc, c'est progressivement, on a pris tout à la mesure. Moi, je sais que je n'ai réalisé que quelques heures après la dimension de la catastrophe. J'ai participé avec quelques gars qui étaient là, on a participé à accueillir les pompiers d'abord, ouvrir les portes, accueillir les pompiers, les diriger vers les endroits où les dégâts étaient les plus importants. On peut même dire que, en ce qui me concerne, j'ai été amené à les amener jusque là où les gens étaient morts, reconnaître les victimes. Enfin, ça a été une journée, c'est vrai, de ce côté-là, assez éprouvante, en particulier pour le personnel de l'usine, quelque chose qui a été par la suite totalement oublié. Les pompiers ont été décorés au ministère à Paris, au ministère de l'Intérieur, par des breloques. En extérieur de l'usine, les salariés n'ont jamais été remerciés pour la mise en sécurité de l'usine et tout ce qu'ils ont pu faire pour éviter la surcatastrophe. Bon, je le dis parce que, mais je tiens à le dire, non, je tiens à le dire, ça c'est une réalité. Non, il a raison de le rappeler. Et surtout, il n'y avait que la moitié de l'usine, c'était la moitié nord, et le reste de la moitié sud, où il y avait en particulier les unités d'ammoniac, les stockages d'ammoniac, qui étaient
présumé plus dangereux. Je reprends par rapport au nitrate, parce que moi j'ai débuté au nitrate. On a toujours considéré que le secteur nitrate pouvait quand même être dangereux. Il ne faut pas croire qu'on l'a sous-estimé. Ça, c'est l'ancien ingénieur des nitrates qui le dit, mais je crois que c'est vrai. Et il y a raison de rappeler que toute cette intervention du personnel, parce que bon, il y a eu 21 morts, je crois. Dans l'usine, 21 morts. 21 morts. Mais il faut voir tout ce qui est secours. En fait, ça, vous le savez mieux que moi, puisque vous y étiez. Toute cette contribution qu'il y a eu avec le service des pompiers qui est arrivé après, avec tout ce qui a été mis en place. Il faut voir l'animation qu'il y avait autour de l'usine quelques heures après, quoi. Et dans l'usine. Oui, alors, ce ne sont pas seulement les pompiers qui sont venus, on a eu aussi quelques élus dans les minutes qui ont suivi, les caméras, dont les élus inévitablement qui suivaient, le maire de la ville, et puis ensuite on a eu le président de la République, le Premier ministre, lequel Premier ministre d'ailleurs n'est jamais venu dans l'usine, il est allé à l'usine à côté, à la SNPE, prétextant qu'il y avait des amis, mais il n'est même pas venu à l'usine. Voilà, je le dis pour expliquer l'état d'esprit qui a résulté, qui a suivi cette période un peu difficile. En interne, nous n'avions pas une idée de la dimension de la catastrophe. Je suis sorti le soir très tard de l'usine, à 10 heures, et j'étais le premier surpris. Bon, j'étais resté avec les collègues, on avait sorti les blessés, on avait fait notre boulot de mise en sécurité de l'usine. J'étais très surpris quand je rentrais chez moi au Point Jumeau de découvrir des quartiers qui étaient ravagés parce que à la limite, je n'avais même pas imaginé qu'on puisse avoir des dégâts extérieurs à l'usine. Pendant la journée du 21 septembre, je n'imaginais pas qu'on puisse avoir des dégâts au-delà des limites de l'usine. C'est un peu irresponsable, mais on était tellement tourné vers ce qui s'était passé chez nous qu'on n'a pas su prendre la véritable dimension des dégâts qu'il y avait à l'extérieur. Pour résumer, pour aller vite, la mise en cause, on a vécu ce qu'on a appelé la mise en cause de l'usine et indépendamment qu'on le veuille ou non de ses salariés. Et là, je dois dire que les médias, même s'il y en a ici, je peux le dire, ça s'en donnait à cœur joie, puisque non, il y a un correspondant des pêches, je le dis, bon, parce que je n'ai pas l'habitude de... Il n'était pas là. Il n'était pas là, non, il n'était pas là, non, mais bon, les médias, comme toujours, la recherche sensationnelle, les victimes, ce sont les victimes de l'extérieur, la faute, c'est l'usine, surtout quand sur la porte de l'usine, on met qu'elle appartient au groupe Total. Je vous laisse imaginer un peu ce que ça peut, chez certains, ce que ça peut amener comme réaction. Donc, on a été mis en cause très rapidement. C'est ce qui a expliqué cette dégradation du climat entre salariés et riverains qui existe toujours 20 ans après, à savoir qu'il y a une incompréhension telle que aujourd'hui, entre ceux qui ont demandé la fermeture de l'usine et ceux qui voulaient la garder en fonctionnement, le fossé n'a jamais été comblé. On a donc eu des associations de sinistrés qui se sont montées. Il y a eu, je dirais, presque des affrontements qu'on a constatés. Des gens sont venus jusqu'aux portes de l'usine pour demander la fermeture, au prétexte qu'ils avaient été, ce qui est vrai, tout à fait les victimes. Le jour même après. Non, pas le jour même. Pas le jour même, mais le samedi suivant, enfin, la semaine qui a suivi, on a eu une manifestation devant l'usine, demandant la fermeture de l'usine. Bon, l'usine de mort et comme... Mais ça fait partie des... ce repli qu'il y a eu des salariés sur l'usine. À savoir que le soir du 21 septembre, il y a des gens qui étaient à la retraite, qui sont venus, des anciens qu'on a vus, qui sont venus pour marquer leur solidarité. On est resté dehors. Bon, c'est là où peut-être c'est noué cette relation de solidarité qui existe toujours entre anciens salariés
et des gens qui ne s'étaient pas qui ne se connaissaient pratiquement, qui se côtoyaient, qui s'affrontaient parfois, hein, se sont retrouvés face à la catastrophe dans une situation d'autodéfense qui fait que c'est peut-être ce type de comportement qui a été à l'origine ensuite de l'association que nous avons créée. En plus, pour aggraver notre cas, les syndicats, tous les syndicats, ont demandé, avec le personnel, avec l'appui du personnel, il y avait une assemblée générale tous les jours après le 21 septembre. On a demandé le maintien de l'activité de l'entreprise pour les zones, tout au moins pour les secteurs qui pouvaient redémarrer et dans des conditions acceptables. Le but que nous avions, c'était d'exiger un redémarrage dans des conditions de sécurité optimum. Il ne s'agissait pas de redémarrer dans n'importe quel. Et nous ne le faisions pas uniquement pour préserver notre emploi, nous le faisions aussi parce qu'on considérait que l'usine a son rôle dans la société et que plutôt que de la fermer ou de l'envoyer en Chine ou en Thaïlande, il serait peut-être plus judicieux de faire en sorte que les mesures de sécurité soient prises pour qu'elles ne présentent le moins de danger possible aux populations voisines. Voilà, c'est ce qui a expliqué. Et face à ça, eh bien non, il fallait fermer l'usine, il fallait la déplacer, effectivement. Nous, on l'a fermé, la SNPE est allée travailler en Hongrie, puisque c'est là-bas que maintenant ils travaillent avec le FOGEN. Alors, je rappelle que quand même il y a des réglementations et des lois en France, et le lendemain de l'explosion, et c'est la règle Seveso entre autres, peu importe comment vous l'appelez, est mis en place une commission d'enquête interne par l'entreprise. Par l'entreprise doit mettre en place une commission d'enquête interne avec un certain nombre bien sûr d'ingénieurs ou de salariés de la société, pas forcément de l'usine, et doit, comment dirais-je, commencer des investigations, sachant que, alors là je l'ai un peu vécu, c'est pour ça que je me permets de préciser, à partir du moment où il y a mort d'homme, il y avait mort d'homme ou de femme, le droit d'investiguer ou d'enquêter n'importe comment. De suite, la justice intervient. Le procureur intervient de suite. Et ce n'est que quelques jours après qu'il nomme un juge d'instruction. Il y a toute une période floue de quelques jours où c'est le procureur de la République qui lance le début de l'enquête. Donc, il y a eu cette mise en place de cette commission d'enquête interne qui a duré quand même 4-5 ans. Enfin, c'est pas terminé aussi bien qu'il aurait fallu peut-être la terminer, et qui a été mise en place de suite, parallèlement, donc procureur, juge d'instruction et démarrage de l'enquête avec les premiers experts nommés ou demandés par le juge d'instruction. Il ne faut jamais oublier que dans ces cas-là, le juge d'instruction, sous la houlette du procureur, est maître du jeu et doit choisir, quand je dis maître du jeu, oui, l'instruction, et doit choisir impérativement des experts dans sa zone. Il peut pas, au départ, il ne démarre pas avec n'importe quel expert. C'est pour ça que nous, ça nous a toujours un peu tiqué. Expert, c'était quelqu'un de la société Ruggieri, bon, les feux d'artifice, quoi, tout ça. Enfin, vous voyez, on était un peu loin peut-être du problème qui venait d'arriver. Les médias, vous en avez parlé. Oui, le procureur aussi, quand même. Le rôle du procureur de la République, il n'est pas innocent, puisque le procureur, le lundi. Le lundi soir, oui, il avait décidé déjà, alors que l'enquête n'était pratiquement pas ouverte, il avait décidé qu'à 90%, il s'agissait d'un accident industriel. Il avait même été un peu plus précis sur la lente dégradation d'une situation. Bon, déjà, il avait pratiquement la conclusion de l'enquête avant même qu'elle démarre. Bon, il faut dire une chose, ce que on peut légitimement comprendre, c'est que nous étions à 10 jours du 11 septembre et que déjà circulaient, y compris parmi les salariés, comme partout, les suspicions d'attentats, de malveillance. Bon, voilà, donc il ne s'agissait pas de laisser courir les plus fous, mais
on peut quand même préciser que 3 jours après la catastrophe, déjà, le procureur de la République, il avait une idée bien précise sur ses origines, alors que rien ne lui permettait d'avancer. Des idées bien précises, une idée. Une idée, c'était pas ça, voilà. Oui. Voilà, c'était un problème industriel. Je vois sur ce que l'on peut dire, 31 morts en tout, enfin 30, plus c'est au premier procès qu'on a considéré comme blessés qui étaient morts de suite de ces blessures. Donc il y a 31 blessés, 31 décès, il y en avait 21 sur l'usine, 9 titulaires AZF, ensuite il y avait des sous-traitants, il y avait des transporteurs. Bon, c'est une usine qui vivait, donc il y avait des gens qui entraient, qui sortaient, comme c'est tout à fait normal dans la vie d'une usine. Il y a eu 21 morts sur le site et de très nombreux blessés graves, mais bon, que nous avons. Il y en a eu 2000, paraît-il, sur Toulouse, et il y en avait certainement plus d'une centaine sur le site de blessés graves. Bon, je vois qu'il y a un point sur les associations. Des associations sont montées qui visaient à revendiquer la réparation des préjudices subis à l'extérieur. Il y a plusieurs associations qui sont montées. Bon, on ne peut pas dire qu'en ce qui nous concerne, en tant que salariés, nous n'avions pas forcément une position hostile à leur égard, dans la mesure où ils demandaient juste réparation de leurs préjudices. Par contre, entraînés dans des manipulations plus ou moins politiques, bon, on allait vers la suppression de la chimie, enfin, bon, tout ce que l'on peut voir aujourd'hui, le retour à la terre, enfin, bon, voilà. Non, mais ça fait partie du lendemain de la catastrophe qu'il a fallu gérer et qui a contribué quand même, il faut le dire, à ce décalage qu'il y avait entre la perception qu'en avaient les gens de l'usine et ce qui était à l'extérieur. Alors, tout ça a débouché un premier procès. Alors, on va passer assez vite là. Hein. Non, mais oui, pardon. Juste, non, pardon. Parce que là, il y a quand même une chose qu'il faut dire aussi. Oui, il faut tenir l'heure, je sais bien. Il faut dire qu'il y a eu plusieurs milliers d'emplois perdus. La CCI considère qu'il y a eu 8000 emplois perdus. 8000. Voilà, 8000. C'était Terrazzoni, qui, à l'époque, qui était le président, nous avait dit il y a 8000 emplois perdus sur la zone. Bon, quand on en perd 70 000 par an pendant 20 ans, 8000, c'est peu de choses, mais enfin, bon, ça contribue à ces pertes d'emplois. Le personnel, après la fermeture, a été reclassé. Le personnel d'usine a été reclassé et la plupart des sous-traitants également ont été pris en charge. Ils ont été reclassés soit par des mesures de pré-retraite, je suis parti dans une pré-retraite progressive, non, une rente viagère temporaire, on appelait ça, avec sensiblement la rémunération qui était la mienne, à l'âge de 53 ans. Il y en a qui sont partis à 49 ans dans les mêmes conditions, aux frais de l'employeur, et pas des caisses de retraite. Je le précise que les choses ont été négociées de façon à ce que ce soit, bon, c'est Total qui a été en charge. L'autre moitié du personnel a été reclassée avec priorité d'embauche pour ceux qui soutiennent le groupe Total, puis pour d'autres avec une cellule d'emploi qui les a reclassés au mieux qu'on a pu se faire, avec de très belles réussites. Des gens qui ont fait des carrières qu'ils n'auraient jamais faites si l'usine était restée là, et puis d'autres qui ont plus ou moins bien ou mal réussi. Le site a été dépollué, ça aussi il faut le dire. Et nous avons été, les salariés ont été satisfaits quand même de voir que le terrain qui a été cédé après la fermeture de l'usine, qui a été cédé à l'agglomération pour l'euro symbolique, a servi à l'implantation de nouvelles activités et également et surtout à l'Oncopole, puisque c'est la partie la plus au sud du site qui a été réservée, sur lequel est venu s'implanter l'hôpital qui aujourd'hui soigne les cancéreux. Bon, quelque part, pour nous, ça a été une satisfaction au-delà du site, oui, mais enfin, c'est un secteur que l'Oncopole s'est implanté. Bon, ce qui a été pour nous quand même une relative satisfaction après tout ce que nous avions connu. Alors, les procès, donc, parce que instruction, qui a duré donc assez longtemps, 2008, ouais.
avec expertise, contre-expertise quelquefois, mais enfin bref. Et le premier procès s'est tenu à Toulouse, bien sûr. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui ont suivi ou qui ont pouvait, c'était public. Ça a été organisé dans cette grande salle à la piscine, là, je ne sais plus comment on l'appelle. Mermoz. La salle Mermoz. Mermoz, oui, mais je l'appelle autrement, moi. Enfin bref. Où vous pouviez entrer, sortir. Ça a duré 3 mois quand même. Hein. Donc avec les procédures classiques, défense d'un côté, attaque de l'autre, partie civile. C'est là où la société qu'on a constituée, là, que vous aviez mise en place, a dû devenir partie civile. Association. Oui, l'association à la fin des procès. Ah non, on n'aurait pas pu. On a Au été, deuxième, hein. on s'est constitué partie civile. On a eu d'ailleurs je sais pas une mesure de faveur, mais on était dans le cadre qui permettait de se porter partie civile à peu près 1 an après notre création, c'est-à-dire 2004, on s'est porté partie civile. Au milieu, voilà. 2004. Voilà, Quand vous êtes partie civile, vous avez accès au dossier de l'instruction. Hein. C'est une des raisons. Décision de ce premier procès, moi je m'en souviens encore, déclaration du président du jury, du tribunal. Ça a duré 1 heure, je me souviens très bien, mettant en disant ceci, cela qui n'a pas bien marché dans cette usine, enfin, mettant en avance et à juste titre tout ce qui était signalé, qui n'était pas forcément le plus favorable. Mais pour terminer, moi je l'entends encore, disant, mais à l'absence de preuves, je ne peux pas condamner le directeur de l'usine. Il faut savoir que dans ces cas-là, c'est le directeur de l'usine qui est en première ligne, sinon le seul. J'ai passé mon temps dans mes dernières années d'expérience, mais c'était avant, de répéter au directeur d'usine que quand même, il ne fallait jamais oublier que le jour où il y avait un pépin, il fallait d'abord qu'ils se renseignent bien sur la délégation qu'ils avaient quand ils étaient nommés directeurs d'usine. Mais ensuite, c'est le directeur d'usine qui est en première ligne. Et finalement, ce n'est que le premier, en tant que personne, c'était le seul condamné. Michelin a été condamné au 2e et 3e procès, enfin on va voir la suite, mais après il y a les sociétés, grandes paroisses, Total, tout ça c'est payer de l'argent, mais personnellement, c'est le directeur d'usine qui est responsable et est condamné ou pas. Premier procès, il ne condamne pas. Bien sûr, ça a fait un certain bruit de ne pas condamner le directeur d'usine alors qu'il y avait déjà 30 morts, 31 morts. Il ne faut pas s'étonner que le lendemain, il y a eu appel et du parquet, je crois, de la mairie de Toulouse. Hein? Il n'y a que le parquet qui peut faire appel. Il n'y a que le parquet? Ah ben non, il y a d'autres associations. Non, que le parquet. Que le parquet. Donc le parquet fait appel. Et allez, c'est parti pour appel. Deuxième procès en appel. On va essayer d'aller vite. Directeur, condamnation 2012. Condamnation du directeur, 3 ans. 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. 1 an de prison ferme. J'ai suivi également le deuxième procès, Vignard aussi, bien sûr. Ça a été un procès à charge. Hein. S'il y en a quelques-uns qui ont assisté, je peux vous dire que ça a été un procès à charge. C'est-à-dire que vraiment, j'allais dire, la justice ne se remettait pas de ne pas avoir condamné au premier procès, il se rattrapait un peu. Donc, condamnation, 3 ans, dont 2 avec sursis. Et derrière, bien sûr, il y a eu appel en cassation, parce que quand même, ça avait été jugé un peu rapidement. Premier pourvoi en cassation, parce que vous verrez qu'il y en a eu plusieurs. Premier pourvoi en cassation, alors là je vais vite parce que tout ça, ça prend des mois, des années pour
entériner les appels et les pourvois, la cassation a cassé le procès et le jugement du deuxième procès. Et pas simplement pour la présence de la vice-présidente du tribunal qui était dans une autre association, donc ça faisait un peu vice de forme, qui avait participé dans une association de sinistrés. Enfin, moi, il y avait manifestement, il pouvait y avoir un vice de forme, mais quand vous lisez les 20 pages du pourvoi en cassation et de résultats, la Cour a condamné fortement et fermement la façon dont ce procès s'était déroulé. Un peu trop à charge, quand même, entre les lignes. Et la justice à Toulouse, d'ailleurs, n'avait pas très bien encaissé. Mais peu importe. Et cassé et donc renvoyé à un troisième procès qui automatiquement ne pouvait plus se tenir à Toulouse. Je crois que c'est écrit noir sur blanc dans les règles. Et donc, procès à Paris, troisième procès. 2017, chaque fois, c'est des procès qui durent 3 mois, hein, au minimum. Troisième procès à Paris. Et là, cette fois-ci, condamnation du directeur, 18 mois avec sursis. Je crois que c'est ça. J'ai assisté de partie aussi du troisième procès, Mignard beaucoup plus, tout, comme toujours, et puis il faisait d'excellents comptes rendus quotidiens que les avocats se disputaient. Et donc, bon, la justice avait compris que quand même, toujours en l'absence d'une preuve vraiment formelle, on va voir après les différentes explications qui ont été données. Et ça va faire le lien. Après, bon, deuxième pourvoi en cassation rejeté. Donc, j'allais dire, la messe est dite, la justice est passée. Ce que m'a dit un ancien magistrat, pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 mois, il dit, écoutez, on a fait notre boulot, la justice est passée, terminé. Bon. Et pendant ce temps-là, eh bien, il a fallu passer à la suite. Bon, on a marqué recours CEDH, la Cour européenne. Bon, ça fait plaisir aux avocats, mais bon, il y aura peut-être des réponses, je ne sais pas quand, quelques années peut-être. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et on va essayer de l'aborder, je pense que c'est ça qui nous intéresse le plus, les hypothèses et l'objet de la condamnation du directeur, donc, qui a été maintenu. Je ne pense pas qu'ils ont varié le reproche entre le deuxième et le troisième procès. Ça a toujours été. Non, mais ça a été Non, mais la justification, enfin, de négligence, en fait, de manque d'organisation. En partant d'une hypothèse, le problème que l'on a eu sans cesse, l'association avait pour seule préoccupation de savoir ce qui s'était passé. Donc notre position a été toujours celle-là, que s'est-il passé? Bon, nous avons eu affaire à des experts qui sont venus, qui avaient établi une hypothèse, qui était le mélange de produits incompatibles ayant entraîné la détonation dans le bâtiment de 121. Bon, c'est une hypothèse qui scientifiquement s'avère absolument vraisemblable, mais qui avait l'avantage d'être reconnue comme étant celle qui avait le plus de valeur aux yeux de la Cour, comme ils disaient. C'était en fait vérité judiciaire contre vérité scientifique. Bon, on nous a expliqué, même les avocats nous ont expliqué, que ça faisait partie du jeu. Bon, toujours est-il qu'en tant que salarié, la grande frustration, c'est que, d'abord, des gens ont été condamnés, y compris le directeur, sur des motivations qui n'étaient pas fondées, et ensuite que la vérité ne nous soit jamais donnée, aujourd'hui encore. Je crois que tous les salariés, la plupart, ou la quasi-totalité, et beaucoup de Toulousains, savent très bien qu'on ne sait pas pourquoi, le 21 septembre, l'usine a pété à Route d'Espagne. Voilà un peu le... Alors, on vous rappelle l'hypothèse judiciaire, qui était l'hypothèse officielle, qui est un mélange de la mise en cause, oui, enfin, je ne sais pas comment, d'un mélange de nitrate d'ammonium et
DCCNA, c'est un produit qui est contenant du chlore et qui était produit dans l'usine, mais dans la partie sud de l'usine, alors que tout ce qui était nitrate se passait au nord. Mais bon, par le biais des rejets de la déchetterie, mise en cause et mélange occasionnel au bâtiment de CM21, le fameux bâtiment qui a explosé, il y avait 200, 300 tonnes de nitrate déclassées, ce qu'a rappelé Mignard tout à l'heure. Et alors là, c'est là où les discussions ont commencé, enfin, et une certaine quantité, très peu, semble-t-il, de DCCNA, c'est-à-dire de ce produit utilisé pour les traitements de piscine. Cette hypothèse a longtemps et toujours été remise en cause par tous les gens sérieux et connaissant la chimie et pas que la chimie, mais ça a été essayé de conforter par certains experts sur lesquels il y aurait beaucoup à dire, on ne va pas trop s'étendre, mais enfin, ils ont eu du mal à montrer que du nitrate en présence de CCNA pouvait exploser. Alors il fallait que présence d'eau, mais enfin, ce jour-là, il n'y avait pas forcément de l'eau, insuffisance du contrôle, le sol est en mauvais état, enfin, tout ce qui pouvait, si vous voulez, conforter cette hypothèse a été mis en avant. Et bien sûr, la justice n'a pas laissé passer cette hypothèse officielle, enfin, cette hypothèse chimique pour rendre justice. Et elle a été maintenue, on peut dire, au troisième procès aussi. Ah oui, absolument. Mais avec des raisonnements du genre, oui, on n'arrive peut-être pas à le démontrer, mais vous avez fait tellement de mauvaises choses par ailleurs que vous ne pouvez avoir fait que non, mais je caricature, mais c'est... Non, mais il faut l'entendre, c'est intéressant un procès. Il faut entendre les procureurs, il faut entendre la défense, il faut entendre les avocats. Enfin, c'est intéressant. C'est la première fois que je fais un procès, mais j'en garderai un souvenir précis. On a cité bon, les expertises, bien sûr, chacun a amené ses experts. On a essayé de contrer de montrer que cette hypothèse chimique ne tenait pas la route. Alors là, je me suis permis de citer un article d'actualité chimique de 2012, qui est ce qu'on appelle l'article Eke, de M. Eke. Là, j'en ai un exemplaire, mais enfin, je ne peux pas vous le distribuer, parce qu'il y a 6 pages, mais si jamais il y a des gens qui veulent le savoir un peu mieux, qui montre que de toute façon, ce mélange de nitrate et de DCCNA n'est pas possible dans les conditions où c'était où on a dit que c'était utilisé, que ça avait été déversé près du stockage de 200 tonnes, enfin bref, ça s'était amorcé tout seul ou presque. Il faut savoir que quand même, et ça on ne peut pas l'éliminer, que dans ces cas-là, il y a quand même, et ça a été un des points délicats, il y a libération de trichlorure de chlore, oui, enfin, de trichlorure. C'est un peu gênant dans la mesure où ça peut servir d'explosion. Mais les conditions, et ça je crois que c'est clair et net, de ce mélange, cette hypothèse de mélange fortuit, accidentel, et à mettre, disons, à la au débit de l'usine et des salariés ne tiennent pas la route. Voilà. Donc l'article, les choses ont été tranchées de cette manière-là. Et nous, pendant ce temps-là, on a essayé et on va arriver aux autres hypothèses, on a essayé de dire, ben, c'est peut-être pas ça la bonne explication, il faudrait peut-être
faudrait peut-être regarder si n'y a pas d'autres explications possibles. D'expérience, moi aussi, enfin, mon petit point de vue, mais pour avoir vécu des situations pas aussi graves, mais des accidents comme ça mortels, on essaye d'ouvrir le maximum de pistes. On ne déclare pas au bout de 3 jours. Voilà la raison qui est. Voilà la raison, cherchez plus. Il faut faire une vraie enquête et l'instruction telle qu'elle a été menée à Toulouse n'a pas été toujours très dans les bonnes règles. Mais il faut se mettre, moi je dis toujours, le juge d'instruction, un problème difficile de chimie, d'environnement, de construction d'usines, de rapprochement de ceci, de cela. Honnêtement, un juge d'instruction classique n'est pas trop formé à essayer de traiter ce genre de problème. D'ailleurs, il faut savoir qu'une des conséquences de Toulouse, c'est que maintenant, des pépins du même genre, que ce soit une raffinerie ou autre, ne peuvent être instruits qu'à Paris et à Marseille. Ils ont décidé une fois pour toutes, enfin, la loi a décidé qu'il ne fallait pas non plus demander à un brave juge d'instruction de telle ou telle ville d'enquêter dans la mesure de ses moyens ou de ses connaissances. Donc, on arrive de suite aux hypothèses. Je vais évoquer rapidement, puis Mignard va prendre la suite, la nitrocellulose. Ce qui nous a amené à réfléchir à cette hypothèse, parce que moi, je Bouchardi n'ai pas pu venir ce soir, on savait, ça se savait plus ou moins, il y avait quand même 5000 tonnes, c'est à peu près, qui sont enterrés dans les ballastières près de l'usine. 5000 tonnes, c'est pas mal. Ça correspondait sous eau. Hein. Quand on dit les ballastières, nous, c'était le terme, c'était des grandes nappes d'eau qui sont en communication, les vases communicants avec la Garonne. Il y a 5000 tonnes qui sont là, sous eau, encore une fois, parce que c'est la meilleure garantie, et qui ont été placées par le service des poudres à l'arrêt de la première guerre, à l'arrêt d'usine en 1918. Tout d'un coup, ils fabriquaient des quantités non négligeables de nitrocellulose pour faire ensuite des explosifs. Et tout d'un coup, armistice, traité de Versailles, tout ce que vous voudrez, ils se sont retrouvés, bien sûr, avec un stock non négligeable de nitrocellulose. Et obligation, ils l'ont mis en sécurité dans les ballastières. Mais les 5000 tonnes, ils les avaient et elles y sont toujours. Il faut savoir qu'ils y sont toujours. Ça a été vérifié, ils ont même envoyé des scaphandriers, je ne sais pas pourquoi. Enfin, s'il y a quelqu'un qui le sait bien, c'est le service des poudres. Enfin. Donc, nitrocellulose, et la réflexion qu'on a faite, c'est dit, mais oui, bon, d'accord, on arrête une usine, on met du stock, problème de stock. Ils en ont mis 5000 tonnes, ils en ont peut-être mis aussi par nécessité, par erreur, dans tout ce qu'on aura. Il y en a peut-être un peu dans le sous-sol de l'usine. Alors, ce qui nous a mené à ça, c'est qu'il y avait, alors on n'a plus le schéma, il y avait eu une mini-explosion, une petite explosion au cours du deuxième projet, derrière Tecnal. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent un peu, là, Tecnal, c'est la société là, qui travaille beaucoup sur les produits dérivés de l'aluminium. Petite explosion, fin du deuxième procès. Bon, la question a été posée, le président avait répondu, balayé, qu'est-ce que c'est? Vous nous amenez ces trucs-là, l'instruction, ça n'est pas occupé. Il n'y a rien à voir, circuler. Il y a quand même des greffiers dans les tribunaux et ça a été inscrit. Alors ça nous avait, côté, on peut dire, côté société, d'autres petites associations, ça nous avait quand même un peu interrogé, je dirais, certaines. Et deuxièmement, pendant ce temps-là, on cherchait également d'autres pistes, on s'est réinterrogé sur la puissance de l'explosion. Et il faut savoir, mais on l'a su progressivement, puis là aussi, il fallait aller pas le chercher, mais un peu le CEA
est un organisme bien connu qui suit tout ce qui est explosion au niveau France et même en Europe. Et donc, ils ont fait des enregistrements de l'explosion. Et il faut savoir, mais ça on ne l'a su pas de suite, c'est là où l'instruction, je reviens à l'instruction, la critique de l'instruction, ils auraient dû s'y intéresser un peu plus, à mon avis. En fait. Échelle de Richter de l'explosion entre 2,7 et 3. Bon, enfin, à vérifier, c'est 2,7, de cet ordre-là, qui est, alors, ne correspond pas du tout et ne peut pas être lié à une explosion en surface. Donc, ce qui vient quand même contrecarrer, si l'on contredire, ou je ne sais pas comment dire, l'hypothèse officielle. Donc, en face de cette donnée non négligeable, cette petite explosion derrière Tecnal, dont on n'arrivait pas à avoir le compte rendu, il faut le dire comme c'est vrai. Il y avait un compte rendu se disant à la préfecture oh ben non, allez voir l'Adrir disait allez voir l'entreprise. Enfin, 2 ans pour avoir ce mini compte rendu qu'on a eu finalement et qui était une explication en disant présence de nitrocellulose, déclenchement d'une certaine petite explosion. Enfin, vous l'avez, le compte rendu, moi je n'ai toujours pas réussi à le lire, mais bon. Mais c'était une mini et pas très, il n'y avait pas de mort, ni de mini explosion. Enfin, qui était assez révélatrice de ce qu'il pouvait trouver encore dans le sol de ce site de la poudrerie. Alors, on n'a toujours pas le schéma, et ce qu'on a voulu représenter, le grand trait noir que vous avez vu, là, qui englobe ce grand trait noir qui englobe, c'est l'ancien, on peut dire, l'ancien site de la poudrerie de Toulouse. Donc, ça va au-delà de la rocade, là où il y a Gallieni, où il y a eu au début des fabrications d'acide nitrique, là où a été l'Onia, et ensuite tous les terrains qui vous avez, Fabre et Oncopole. Tout ça, c'est. Et en face, ça a un cadre marchand, le petit décrochage, c'est l'hôpital marchand, le rectangle que vous voyez. Et puis, ça repart derrière Tecnal, et vous voyez la petite explosion dont je viens de vous parler, qui a eu lieu à cette hauteur-là. Donc, dans un sol, dans un site historique de la poudrerie. Donc, cette piste est à creuser, on a demandé à la creuser, il faut encore quelques millions que Total ne voulait plus mettre, on en est resté un peu là, mais donc avec une demande en particulier d'intervenir sur le sol à l'endroit où a eu lieu l'explosion. Parce qu'on vous dit, oui, mais on a fait des vérifications, bon, à quelle hauteur, à quelle profondeur ont été faites les investigations. Vous savez, on trouve ce qu'on cherche quelquefois, hein, enfin, ou on ne trouve pas ce qu'on ne cherche pas. Mais il n'y a pas eu moyen, et là, on en est resté là pour le moment. Je ne pense pas qu'un jour, on arrive à y mettre un peu plus de clarté. Il faut savoir que le terrain est toujours encadré et sous-scellé. Voilà pour cette piste qui est quand même pas inintéressante. Il faut tourner. Oui, on revient. Alors, une autre piste, Mignard, c'est qui non, moi, je voudrais, perturbation électrique. Je voudrais revenir un peu en arrière pour rappeler que le problème essentiel que nous avons eu, c'est que trois procès de 4 mois, on a passé pratiquement en 12 mois, on a dû passer 11 mois sur la contestation de la piste officielle, qui était pratiquement, qui pour tous ceux qui connaissent un peu la chimie et l'usine était absolument invraisemblable, mais on a été en permanence, les avocats de la défense, des associations en particulier, n'ont fait qu'appuyer cette thèse officielle et finalement elle a été retenue sans que en nous cachant les véritables explications de l'explosion.
Alors, de façon générale, sur les hypothèses, on a eu bizarrement après le 21 septembre, on a eu des gens qui sont arrivés un peu partout. On avait des que j'ai appris à rencontrer et à découvrir depuis, qui se sont passionnés pour cette histoire ZF. Et donc, on a eu, avec des gens de très grande valeur, on a eu des hypothèses qui ont été avancées, qui étaient parfois relativement inattendues. Celle de la nitrocellulose, bon, on l'a développée, elle n'a que peu d'adeptes finalement. Par contre, il y en a d'autres qui ont été, bon, les perturbations électriques. Les perturbations électriques, elles ont été constatées, elles ont même été enregistrées, datées, mais on est au niveau du pôle chimique, avec des entreprises d'État telles que la SNPE, de transport électrique comme l'EDF. Il est évident que dans ces conditions, il est difficile de rentrer dans ces forteresses et d'en savoir davantage. Donc, finalement, on a constaté qu'il y a eu des perturbations énormes qui ont été constatées, qui n'ont rien à voir avec une réaction chimique, qui ont été constatées le 21 septembre. Au niveau électrique. Au niveau électrique, il y a même des gens qui ont été brûlés, mais c'est quelque chose qui, de toute évidence, aurait amené à regarder ailleurs, et ce que l'on ne voulait surtout pas. Donc, les perturbations électriques ont été laissées de côté. Il y a aussi la fuite gazeuse. C'est la perturbation électrique, il ne faut pas avoir peur de dire que ce jour-là, la SNPE, oui, non, mais ça, je peux aller là et même plus loin encore. C'est vrai que la SNPE essayait de faire, avait une cogénération qu'elle a branchée sur le circuit général électrique, avec toute, nous on en avait une, on sait que c'était une opération délicate. Vraisemblablement, la manœuvre d'accouplement de cette cogénération correspond sensiblement à l'heure de l'exposition du bâtiment de sanitaire. Mais ça, ça ne peut pas, on ne peut pas rentrer dans les CNPE. Non, mais c'est ça, l'instruction, j'en reviens à l'instruction, n'a pas pu avoir, j'ai toujours entendu, enfin, le rapport du chef de quart de la matinée de la SNPE, il n'y a jamais eu moyen de l'avoir. Pour des gens qui ont travaillé en usine ou en travail, un rapport de chef de quart, c'est important, parce que là, c'est des gars sérieux qui disent ce qui s'est passé, et avant de passer la relève, ce qui s'est passé dans leur cas. Pas moyen d'avoir ce rapport de chef de quart. Alors, quand on en arrive à cette manque de recherche, truc, on ne peut que se poser des questions. Ça ne veut pas dire que c'est ça l'explication, mais au moins, on va jusqu'au bout d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, à la même époque, à la même heure. Le 21 septembre, il y a un chef de service de chez nous qui a rencontré Jospin à la Croix-de-Pierre, puisqu'il était allé voir l'antenne de secours qui avait été mise en place. Et il a, avec Jospin qui ne connaît rien pour l'électrique, ni à la SNPE. Et Jospin lui a dit, la catastrophe est arrivée chez vous. Vous voyez, ça veut dire, c'est chez vous que c'est arrivé, on n'ira pas regarder ailleurs. Et on n'est jamais allé regarder ailleurs. Donc, ça fait partie peut-être des hypothèses que certains ont creusées avec un certain intérêt, mais qu'on aurait du mal à remettre dans la mesure où la justice est entre guillemets passée, et que par conséquent, elle l'a écarté. Et puis, il faut pouvoir le prouver. Hein. Et puis, oui. La fuite gazeuse. La fuite gazeuse, c'est le dimanche. Bon, c'est-à-dire qu'on fabriquait à la SNPE, c'était tout à fait normal. On y fabriquait des produits, bon, en particulier le carburant d'Ariane. Bon, on avait des fabrications. Bon, on fabriquait ce qu'on jugeait bon de fabriquer. Donc, on pense, il y avait dans des mises à l'air, il suffisait de le sentir, bon, on le sentait très bien. Donc, il y en a certains qui ont imaginé un UVCE qui est, c'est-à-dire bon, une nappe de gaz qui aurait pu. Bon, il y a l'hypothèse de gens comme ça, qui n'est pas inintéressante, qui aurait pu être creusée, mais qui n'a pas été, dans la mesure où ça mettait en cause une entreprise extérieure à ZF. Il y a aussi le problème de la bombe enterrée, alors, puisque c'est presque, c'est pas anecdotique. Il y en a qui ont imaginé, y compris chez nous, parmi les salariés, l'hypothèse d'une bombe qui aurait été larguée sur AZF, enfin sur l'Oignan, à l'époque au moment de la guerre. Il y a eu un bombardement. Il y a eu un bombardement. 44, oui, en 1944. Bon, une bombe aurait pu être
Ce qu'on peut dire, c'est que la défense s'en est emparée, on y sont allés voir l'archive à l'RAF à Londres, et ils ont conclu qu'effectivement, on ne pouvait pas démontrer qu'une bombe qui avait été larguée n'avait pas explosé ou n'avait pas été. Bon, donc, puis alors, il y a le problème, celle qui est revenue de façon la plus évidente, c'est l'hypothèse de malveillance. Alors là, elle est liée quand même à la proximité de notre catastrophe avec les tours jumelles, c'est évident. Moi, je sais que dans les minutes que j'ai vu la détonation, devant la porte C de l'usine, il y a des gars de chez nous qui m'ont dit on nous a fait péter l'usine. Bon, mais je pense que beaucoup de Toulousains qui étaient loin ont eu la même réaction, sans pouvoir apporter la moindre preuve. Il y a des journalistes qui s'en sont emparés, des émissions qui ont été plus ou moins diffusées, et cette hypothèse de malveillance a été quelque part entretenue sans qu'on puisse ni la démontrer, ni la réfuter. Et aujourd'hui encore… Et écarté. Écarté, oui. Et il y a même beaucoup de Toulousains qui m'interpellent même des fois dans la rue comme ça, et qui le pensent toujours. Hein. Alors que, bon, moi, je vous dis franchement, on ne peut absolument pas le démontrer. D'abord parce que les investigations n'ont pas été faites en ce sens, et que par conséquent, le point d'interrogation est toujours là, et on ne peut pas aujourd'hui, on ne peut pas le lever. Il y a même eu pour vous dire, moi, j'ai un gars qui est venu d'un jour, entre deux trains, il est venu de Caen pour m'expliquer que c'est un cosmique qui avait pété le tas d'hydrate. Donc, on a entendu des choses absolument, mais justement, cette profusion d'hypothèses ne nous a pas beaucoup aidé pour essayer d'en connaître davantage sur les raisons réelles. Voilà un peu, il y a même la comète, hein, il y en a certains qui ont vu une étoile filante, mais ça a été, à la limite, pourquoi pas, on pouvait tout imaginer, certains ont imaginé les pires hypothèses. Toujours est-il que, comme il est écrit, l'hypothèse chimique retenue par Gecler, elle a été au centre des procès, c'est celle qui a été retenue, et c'est sur celle-là qu'on a condamné. On a condamné et on a enterré une véritable recherche de les raisons de l'expression. Oui. Alors oui, complément d'information rejeté, c'est vrai que tout au cours du procès, notre association, alors là aussi, c'est des pratiques qui sont un peu sujettes à… On a déposé, dans les procès, nous avons déposé 22 demandes de complément d'information qui ont été rejetées en bloc. Le président du tribunal a estimé qu'elles étaient rejetées sans explication, alors que certains avaient une petite pertinence quand même. Mais ça a été rejeté. Toutes ces décisions n'ont fait que, quelque part, entretenir le malaise qui tourne sur les véritables origines de la catastrophe, aujourd'hui encore. Bon, on a à peu près tout dit, si l'on peut dire. Je crois qu'il ne faut pas se méprendre sur notre exposé. On a essayé et on essaye, on le fera dans d'autres endroits, d'expliquer, je n'allais pas dire un peu la contrepartie ou le doute qu'on peut avoir vis-à-vis de la version officielle, mais il n'y a pas une autre version aujourd'hui entérinée. Il y en a de plus sérieuses que d'autres. Je pense que ce soit le côté électrique ou le côté même nitrocellulose, sinon la malveillance, ce sont des hypothèses qui tiennent la route. Hein. Enfin, et même en tant qu'ingénieur, il y a des moments où, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, on cherche des explications techniques, puis tout d'un coup, on se dit, ben, s'il y a un gars qui a voulu faire quelque chose, ben, il pouvait rentrer. Moi, je n'ai jamais oublié, dans la commission d'enquête interne, je sais bien comment c'était constitué, il y avait toujours un gars de la poudrerie, un service de poudrerie très, très compétent à l'époque du service des poudres. Et bien sûr, ils ont un historique non négligeable. Et chaque fois, dans la commission d'enquête interne, on prenait un ingénieur de la SNPE. Il est venu 3 mois à la commission d'enquête interne, il a été retiré. Ou il est parti, il n'est pas resté. Mais bien sûr,
Moi, ça, on me l'a dit, redit, et les copains qui y participaient l'ont confirmé. Comme il leur a dit, vous savez, faire péter un stock de nitrate, c'est pas trop compliqué avec, si un type rentre avec 20 ou 30 kilos de nitroglycérine. Donc ça, on sort de l'explication technique et puis on sort et on arrive à la malveillance, ou peu importe le terme. Mais bon, il y a des fois, on se dit, en tant qu'ingénieur, on n'arrive pas à trouver l'explication, puis quelquefois on la cherche, puis tout d'un coup, il peut y avoir une autre explication qui, elle, n'est pas technique. Mais en fait, ça, ce n'est qu'une réflexion personnelle. Mais il y a des fois où on a eu tous, à un moment ou à un autre, ce doute. Hein. Oui, moi, je ferai une autre réflexion. Alors, à mon niveau, hein, moi, je suis persuadé que si on avait donné carte blanche aux ingénieurs de chez nous, aux techniciens de l'usine, de la même façon qu'on a expliqué, moi, dans 30 ans d'usine, chaque fois qu'on a eu un accident ou un incident, on a toujours expliqué les origines. Cette fois encore, on aurait expliqué les origines de l'explosion du 21 septembre. Mais il y avait des raisons certainement autres qui font que je ne dirais pas que tout a été fait pour ne pas que l'on sache, mais pareille chose n'a été fait pour que l'on sache réellement. Donc, voilà, c'est un peu le. Je pense que si la commission d'enquête interne, si elle avait eu tous les pleins pouvoirs pour aller si loin qu'elle aurait été possible. Elle n'a pas les pleins pouvoirs. Elle n'a pas les pleins pouvoirs. Non, mais voilà, voilà, mais ça fait partie des enseignements que l'on peut tirer de l'histoire. À savoir que je suis persuadé, moi je connais, j'ai constaté la compétence de certains de l'encadrement de l'usine. Le jour où on a fait péter une post-combustion dans une unité d'ammoniac, puisque ça nous est arrivé une fois, dans les heures qui ont suivi, on savait pourquoi et on y trouvait des remèdes. De la même façon, si on avait donné plus de pouvoir aux véritables techniciens pour déterminer ce qui s'était passé, on y serait arrivé, mais peut-être que certains n'avaient pas intérêt à ce qu'on le sache. Mais ça se joue dans les premières heures d'expérience. C'est dans les premières heures qu'il faut. Ce qu'on va faire, on va prendre des questions sur le chat. Oui, sur le temps de dîner quand même. On va libérer ceux qui sont en ligne. On va, je ne sais pas si vous m'entendez, on va prendre les questions qui sont venues sur le chat pour pouvoir vous libérer. Je pas pour l'instant, mais Peut-être qu'elles vont venir. Voilà. J'en ai une finalement, si on écoute, il y a plusieurs hypothèses. On ne sait pas, on ne saura pas quelle est la bonne. Hein. Mais si on met de côté la malveillance, il y a d'autres hypothèses qui tiennent la route, qui sont physiques ou chimiques, etc. Est-ce que, puisqu'il y a autant d'hypothèses possibles, est-ce que finalement c'était bien ça, genre on a plus d'usine aussi pour Toulouse, est-ce qu'il n'y a pas un projet, vraiment, on a bougé? Ah ben il y a eu des projets de déplacer l'usine. Pourquoi on a bougé? Elle était encore là, cette usine. Parce qu'il n'y avait pas d'argent pour la déplacer. Hein. Ça a été ça le problème. Mais je peux te dire qu'il y a 10 ans ou 15 ans avant, il y avait eu un grand projet de transporter ou de déplacer l'usine au Foga, qui est quelque part vers Muret, là, ou au nord de Toulouse, vers en bordure de Garonne, vers Grenade. Oui, puis c'est une banalité que de le dire, mais moi j'ai connu, pourtant je vois, 13 ans, certes, mais j'ai connu l'usine en dehors de la ville. Hein. Aujourd'hui, ah non, mais c'est vrai. Moi, je me rappelle que on avait le panneau de Toulouse, il était entre ce que on appelait la pointe et l'usine. C'est-à-dire, nous étions en dehors, administrativement, en dehors de l'agglomération. Ça, c'est une réalité. Donc, il n'y a pas eu, de façon de terrains qui ont été gelés, en fait, il n'y a pas eu un moratoire qui a été décidé pour qu'on stabilise une situation qui s'est dégradée. C'est le problème quand on va du côté de Lyon, à Saint-Fond et compagnie, bon, Fézin et compagnie, bon, on s'aperçoit que les mêmes erreurs ont été faites. De là à en conclure qu'il faut fermer des usines, les envoyer à Vladivostok ou en Chine, bon, c'est une question. J'avais une question de Béotien. Ça n'est pas caché. Dans la chimie, 300 tonnes de nitrate. C'est un tas en vrac. C'est des sacs. Non, c'était un tas en vrac qui épousait sensiblement les limites du bâtiment de 121. Non, on ne cloisonnait pas. On stockait, mais ça ne
Stocker, d'ailleurs, comme font les paysans, ils n'en ont pas 300 tonnes, mais dans leur grange, ils font du stockage comme ça, ils mettent leur sac, et puis ça ne présentait pas un danger. Il n'y avait aucune recommandation disant de cloisonner un tas de 300 tonnes. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que si on parle de 300 tonnes stockées, on peut estimer raisonnablement qu'il y en a à peu près le 10e qui a détonné. Le reste a été. Moi, je suis allé sur le site dans les minutes presque que j'ai suivies. Comme je dis souvent, j'avais de l'engrais jusqu'au genou. Hein. C'est-à-dire que le tas a été dispersé, mais il n'avait pas détonné lui-même. C'était une faible partie du tas qui avait détonné. Est-ce que vous avez subi matériel? C'est-à-dire et j'ai attendu 2 explosions. Mais alors, on a dit, ça d'abord passé par le sol. Moi, j'avais pas dit 2 explosions. Et souvent 2 écarts. Question Non, de mais Philippe Barès, il y a eu 1 ou 2 explosions. Je le dis. oui. Moi, ce que je peux répondre, c'est que, alors, j'étais à peu près à 200 mètres et je n'ai pas mémorisé une seule explosion. Je le dis clairement. Donc, tout est tombé dans la salle où je me trouvais. J'ai vu un vent chaud qui rentrait dans la salle, qui était pourtant une salle bétonnée, mais il y avait des portes style western qui sont ouvertes, un vent chaud est rentré, mais je n'ai pas mémorisé. Je n'ai pas eu de lésion. Mais par contre, dans les minutes que j'ai suivies, la plupart des gars qui m'en ont parlé m'ont dit on a entendu 2 explosions. J'ai même, alors après, on a ironisé là-dessus, en disant les 2 explosions. Alors les scientifiques nous ont expliqué que la différence de vitesse de transmission entre l'air et le sol fait qu'effectivement il y a un décalage. Ça ne tient pas la route parce que souvent le même écart dans le temps a été entendu par une collègue qui a été blessée d'ailleurs, qui était à côté du bâtiment. Et à 10 km à Colomiers, c'est le même écart. Donc, si ça avait été une différence dans les vitesses de transmission, on aurait eu un écart beaucoup plus grand à Colomiers qu'on l'a eu chez nous. J'ai même vu récemment encore, il y a des gens, il y a des anciens élèves du lycée Françoise, je trouve, à côté de chez nous, qui le 21 septembre dernier sont venus. Ils nous ont donné, 20 ans après, ils nous ont donné des travaux, des copies que les élèves que eux-mêmes, quand ils étaient élèves, avaient établi parce que les profs leur avaient demandé de faire le compte rendu de ce qui va depuis le 21 septembre. Et les jeunes, les gamins, spontanément, sans avoir lu ni à la dépêche, ni entendu ce qu'on racontait à la télé, ils ont dit, à la première explosion, on s'est mis sous la table, et puis à ce moment-là, c'est qu'on a entendu la deuxième explosion. Donc je pense que même si je ne l'ai pas entendu, j'ai toute raison de penser qu'effectivement, il a eu 2 explosions. Ça me paraît difficilement contestable. Est-ce que ça peut changer? Jacques, je peux parler? Jacques? Et c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas voulu qu'il y en ait 2, parce qu'on pourrait plus s'aventurer vers des hypothèses qui seraient devenues des explications. Jacques, ça veut dire qu'il n'y en a pas eu 2. est-ce que je peux parler quelque part là? Pardon. Jacques, on peut dire quelque chose? J'entends. Oh, on peut pas prendre la parole. On nous entend ou pas là? Je ne sais pas, est-ce que ça donne quelque chose pour aller dans une direction ou une autre? Oui, parce que pendant des années, j'ai baigné quand même avec rencontré je vais parler d'Arnaud Diez, mais je pourrais en parler de plein d'autres, des gars qui ont des théories. Et effectivement, le fait des 2 explosions, d'abord, revient d'une façon assez systématique, parce qu'on considère que c'est une réalité. Et dans leur raisonnement, effectivement, le fait qu'il y en ait 2 explique plus ou moins bien Est-ce qu'on peut pas? Est-ce qu'on précis pour vous là maintenant, ça me revient pas. D'Étienne Barnard, on n'a pas trouvé comment utiliser le chat. Donc, je pense qu'on va écouter sa question là, sur le PC. Vas-y, Étienne. Vous m'entendez là? Oui. Bon, Jacques et Gérard, moi je vous rappelle qu'on avait assisté, on avait fait une réunion, si vous vous souvenez, un week-end au sud de l'usine. Je crois que c'était cette occasion-là, on avait entendu l'enregistrement d'une réunion en pleine Toulouse dans une entreprise. Ils discutaient, ils avaient enregistré, donc, et au bout d'un moment, on entend boum, ils s'arrêtent tous de parler.
qu'est-ce qui se passe, ou tout comme ça. On n'entend pas. 9 secondes après, on entend boum, de nouveau. C'était enregistré. Moi, je l'avais entendu, ça. Oui, oui. Donc, et effectivement, après, il y a eu toute l'histoire de la vitesse de détonation, la vitesse de propagation de l'explosion, suivant que c'était sous terre ou que c'était à l'air. Et effectivement, ce qu'a dit Jacques, c'est que s'il y avait eu, ça avait été expliqué par ça, on aurait eu un écart entre les deux explosions qui aurait augmenté avec la distance. Bon, ce qui n'a pas été constaté. Donc tout ça, ça n'a pas le coup. Alors, il y avait, moi je veux revenir sur l'histoire de la malveillance. J'ai assisté au premier procès à une audience au cours de laquelle les experts judiciaires avaient attaqué l'histoire de la malveillance. Ils avaient fait l'inventaire de tout ce qui existait, c'était un peu le catalogue Manu France, de toutes les armes portatives qu'on puisse projeter, du style lance-roquettes, du style, enfin tout ce qui pouvait exister. Et ils avaient dit qu'aucune n'avait suffisamment de puissance pour pénétrer dans le tas de nitrate du 221 suffisamment profond, parce qu'il faut une hauteur critique pour faire exploser le temps en totalité. Et ça n'aurait pas pu être le cas. Ils en avaient déduit que ce soit par l'extérieur, donc par des armes propulsées, des explosifs, ça ne pouvait pas. Et s'il y avait eu quelque chose introduit par l'intérieur, donc c'est-à-dire, ils avaient calculé le volume, le poids de dynamite, par exemple, TNT, qui aurait pu faire exploser le stock, et il aurait fallu, de la même façon, que ce soit creusé. Il a fallu faire creuser pas mal, alors je ne sais plus quel volume et quel poids de nitrate, le temps que ça aurait pris avec une pelle, etc., et que ça ne pouvait pas non plus avoir lieu, compte tenu du temps nécessaire pour faire ça, du fait qu'il passait des gens très régulièrement devant le 221. On avait déduit que l'explosion. C'est dommage, il faut lui dire, parce que je ne peux pas lui dire. Ce n'est pas possible. Voilà l'histoire que j'avais entendue lors du procès. Et ça n'a pas été plus loin. Moi, je voudrais résumer quand même l'histoire. On comprend ta question. Est-ce que tu peux la mettre par écrit dans le chat? Et à ce moment-là, on pourrait relater. Je ne comprends rien, ça ne marche pas bien, on n'entend rien. Il y a un chat pour poser des questions. Désolé, on va être obligé de… Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste dans le peu que j'ai entendu, quand même, Étienne Brana me rappelle, fort justement, pour les deux explosions, c'est qu'elles ont été enregistrées. Oui. Il y a un certain nombre de stations. Il y avait à l'Hôtel-Dieu, il y avait une réunion de CE, je crois, enfin une réunion où on entend la première explosion, où la femme dit attention, qu'est-ce qu'on entend? Puis on entend la deuxième explosion. Et sensiblement, dans tous les enregistrements qui ont été recensés, l'écart est le même toujours, indépendamment de la distance qui les sépare du lieu de l'explosion elle-même. Donc la double explosion, je ne suis pas le mieux placé pour la justifier, mais elle est évidente. Je pense qu'il n'y a que devant un tribunal qu'on peut le contester. Parce que… Jacques, après, pour être plus clair là, sur l'explication, le fait qu'on conteste… Oui, la thèse, pour moi, ce que j'ai vu de l'extérieur, parce que j'avais quitté l'usine 13 ans. Bon, Jacques. On n'entend pas. Je ne sais pas, moi, j'entends rien non plus, c'est merdique, je ne comprends pas. Pour la thèse officielle, pour être clair pour ceux qui n'ont pas vécu ça, hein, donc Jacques, Gérard, Michel Charlier, etc. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que lorsqu'ils ont voulu faire refaire une reconstitution de l'apport par Paillasse, de l'apport de DCCNA dans le 221, tout le monde a foutu le camp en courant au bout d'un moment parce qu'ils ne pouvaient plus supporter l'odeur d'ammoniac qui les asphyxiait. Donc, on sort tout de suite. L'explosion du 11 septembre avait marqué les esprits et donc on était dans ce référentiel. Ensuite, ça a été la panique, hein, parce que la direction ne savait pas ce qui se passait, ne savait pas quelle instruction donner, les gens voulaient partir. Moi, je suis allé dans ma voiture, j'ai mis la radio pour savoir ce qui s'était passé. C'est là que j'ai entendu qu'on avait entendu à Toulouse qu'il y avait eu une explosion. Moi, j'étais dans le bureau à côté, on a vu un panache de fumée noire monter de l'endroit de l'usine. Et il y avait des gens qui étaient là qui disaient mais j'ai mes enfants à l'école à côté.
Et quand je suis parti vers midi, la ville était Oui. vide. La ville était complètement vide. Tout le monde partait. Il y avait des queues de voitures pour sortir de la ville. Et le centre-ville était désert. On va arrêter là. Bon, écoutez, je crois qu'on va arrêter là pour la partie en ligne, parce que je pense que ne peut pas attendre les questions. On n'entend rien, on ne voit rien, c'est nul. Allez-vous. Tout. Chaque fois, pour moi, utiliser le chat, parce que sinon, on ne peut pas. Donc, je voudrais redire. Et puis, Michel Bouchard. C'est contribué, je crois, à la commission d'enquête. On va pouvoir continuer la discussion pendant 10 minutes. C'est pas Voilà, possible. merci. Je vous signale, on avait, je ne fais pas